Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois d'août et je m'excuse par avance pour le bruit des travaux qui risque d'arriver puisque les voisins se lâchent aujourd'hui et pour ma voix et peut-être ma toux de post-covidé. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai commencé le mois d'août en lisant ce roman de Kazuo Ishiguro, Lumière pâle sur les collines. Nous sommes dans ce roman en Angleterre dans les années 80. Etsuko est une femme qui a une soixantaine d'années, qui est une expatriée japonaise, veuve, et qui reçoit sa fille cadette dans sa maison à la campagne. Alors cette visite de sa fille va lui faire beaucoup de bien car Etsuko est très éprouvée par le suicide assez récent de son autre fille, de sa fille aînée, qui était issue de son premier mariage au Japon et sa fille aînée ne s'était jamais acclimatée à l'Angleterre, n'avait jamais accepté le remariage de sa mère. Alors le séjour de sa fille cadette, issue donc du second mariage d'Etsuko, va la replonger dans les souvenirs de sa vie et elle va nous raconter sa vie de jeune mariée dans les années 50 dans la ville de Nagasaki en pleine reconstruction après le traumatisme de la bombe. Alors qu'elle était alors enceinte de sa fille aînée récemment suicidée, donc Etsuko s'était liée d'amitié avec Sachiko, une voisine très mystérieuse qui élevait seule sa petite fille perturbée. L'écriture limpide et dépouillée nous fait effleurer les séquelles psychologiques laissées par l'horreur de la guerre et de la bombe. Nous sommes plongés avec ce roman dans ce Japon en reconstruction, soutenu par les Américains qui apportent aussi leur culture, ce qui peut inquiéter une population très traditionnelle tout autant que la charmer. C'était vraiment très intéressant. L'ambiance est envoûtante, soutenue par la boue des chantiers de reconstruction, les ruines encore très présentes, des personnages étranges dont l'histoire nous est livrée vraiment au compte-gouttes tout en suggestion et avec beaucoup de pudeur. C'est le premier roman, Lumière pâle sur les collines, c'est le premier roman de Kazuo Ishiguro, donc, qui est un écrivain britannique d'origine japonaise, qui justement est né en 54 à Nagasaki. C'est un roman qui est paru initialement en 82, c'est un roman que je recommande, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, en seconde lecture de ce mois d'août, j'ai lu La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi, une auteure japonaise que je n'avais encore jamais vue, que je ne connaissais pas. Donc on va suivre une femme qui a une cinquantaine d'années et qui décide de passer une année entière dans sa petite maison qu'elle a fait construire il y a assez longtemps dans la péninsule de Shiba, dans un endroit marécageux, très isolé, entre mer et forêt. Alors cette femme, elle est d'un tempérament assez solitaire, elle a l'habitude de passer dans cette petite maison tous ses congés, mais là, elle sent qu'elle doit s'extraire beaucoup plus longtemps de cette effervescence de Tokyo, de son studio climatisé, des multiples sollicitations visuelles, sonores, commerciales permanentes, et elle décide de partir s'installer plusieurs mois, une année complète dans sa petite maison. Et durant cette année, elle va savourer pleinement toute la richesse apportée par son petit coin de nature. Elle marche, elle écoute, elle sent la nature, elle savoure chaque petite chose que la nature et l'univers génèrent au gré des 24 saisons dont est composé le calendrier japonais. Elle prend le temps de nouer des relations avec ses rares voisins, elle apprécie l'entraide et les échanges des bons produits de la nature, toutes les recettes et puis aussi les petites confidences de ses voisins. Elle organise également la visite de sa maman âgée et handicapée. Sa maman est passionnée par le spectacle des lucioles à la nuit tombante. Et face à ce somptueux spectacle de la nature, toutes les deux s'amusent à composer des haïkus. C'est un roman très descriptif, très contemplatif, où il ne se passe pas grand-chose, juste observer, analyser la nature avec la narratrice, en fait. C'est extrêmement contemplatif, peut-être un petit peu trop pour moi, même si c'est une jolie histoire, mais je me suis un petit peu ennuyée, j'avoue, avec cette lecture que je recommande tout de même, hein, si on aime les romans contemplatifs. Voilà, ensuite, j'ai lu
j'ai eu envie de lire un peu de thriller et j'ai sorti ce roman qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment. Donc Skin de Mo Hayder. Je ne connaissais pas du tout Mo Hayder et j'en avais entendu parler avec beaucoup de bien, donc je me suis lancée. J'étais un peu sceptique parce que j'ai beaucoup de mal depuis plusieurs années avec le thriller, mais j'ai été très agréablement surprise par la plume de l'auteur et aussi par les deux personnages enquêteurs qu'elle va développer. Alors, on suit l'inspecteur Jack Caffrey et le sergent Marley. La sergent Marley, plutôt, qui est plongeuse de la brigade subaquatique. Bon, en fait, elle récupère les noyés. Hein. Et tous les deux se retrouvent après s'être croisés dans une éprouvante affaire de trafic d'organes humains. Alors, l'un et l'autre n'arrivent pas totalement à refermer cette enquête particulièrement horrible. Ils ont l'impression d'avoir loupé un petit quelque chose sur cette dernière enquête. Et puis, voilà que dans ce roman arrive une série de suicides suspects avec des victimes dépecées. On est vraiment dans du gore, dans du bien noir. Ça, j'ai apprécié. Jack Caffrey, lui, il pense à un lien avec l'ancienne enquête qui les a donc traumatisés. Mais par contre, l'agent Marley, elle essaye elle n'est pas trop dans l'enquête parce qu'elle essaye de réparer une affreuse et très glauque erreur que vient de commettre son frère alcoolique. C'est super bien mené, c'est riche en rebondissements, mais c'est pas du tout lourd. Le suspense est maintenu tout du long et on n'est pas épargné en détails horribles. J'ai bien aimé et franchement, si j'ai à nouveau une petite envie de thriller, je pense que j'essaierai de me trouver d'occasion les autres titres de Mo Hayder. Alors, ensuite, pardon, j'ai lu Beach Music. Alors, j'ai lu, c'est un énorme roman de près de 1000 pages que j'avais commencé il y a environ 1 an et interrompu au milieu. Et le fait que la copine Justine, dont je mettrai le lien en barre d'infos, le lise en ce moment, ça m'a motivée pour le réouvrir. Pat Conroy, Beach Music, c'est une saga familiale incroyable qui nous fait voyager dans l'histoire depuis l'Holocauste jusqu'à la guerre du Vietnam, avec une plume vive, bourrée d'humour très très fin. Je vais pas en parler plus là, je pense que je ferai une petite vidéo spéciale sur ce titre, tellement j'ai apprécié, mais vraiment je recommande Pat Conroy, Beach Music, et j'en reparle très très vite. J'ai également lu, mais je vais passer vite puisque j'ai déjà fait une petite vidéo sur ce titre de la rentrée littéraire, La 13e heure d'Emmanuel Bayamaktam. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous invite à, si ça vous intéresse, à regarder ma petite vidéo sur ce titre. Sur la fin du mois d'août, j'ai eu envie un petit peu, voilà, ma passion de la littérature japonaise. Il faut que j'en lise régulièrement, donc j'ai lu Azami du cycle L'ombre du chardon d'Akishi Masaki. Alors c'est le tome 1 de la pentologie de L'ombre du chardon, donc d'Akishi Masaki. J'ai déjà lu tous les autres tomes de ce cycle, de cette pentologie, et c'est absolument pas dérangeant de les lire dans le désordre. Alors, dans chaque court roman de cette série, l'auteur nous raconte les vies de personnages très variés du Japon contemporain, et puis des bouts de leurs histoires vont venir à chaque fois se croiser, et chaque tome est consacré à un personnage en particulier. Dans celui-ci, donc dans le tome 1, on va suivre Mitsuo, qui est journaliste culturel. C'est un trentenaire, il mène une vie de famille heureuse avec sa femme Atsuko et leurs 2 enfants. Le couple n'a plus de relations sexuelles depuis la naissance du dernier enfant. Et alors que sa femme passe beaucoup de temps à la campagne où elle développe sa ferme biologique, Mitsuo va se faire entraîner dans les bars par un ancien camarade de classe qu'il a croisé par hasard. Et celui-ci va l'inviter dans un club très sélect où il a la surprise de découvrir qu'une de leurs anciennes camarades de classe travaille comme hôtesse. Mitsuo était très amoureux d'elle et il va souhaiter à tout prix la revoir, risquant de faire chavirer tout son équilibre de vie.
Alors, comme toujours, l'écriture d'Aki Shimazaki est fluide, épurée, très douce, tout coule de source dans ces courts romans. Les personnages comportent toujours une petite touche d'originalité, de mystère qui les rend très très savoureux. Les sentiments sont traités avec beaucoup de subtilité, beaucoup de pudeur. C'est une très belle plongée à chaque fois au cœur de la société japonaise contemporaine. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, même si bon, Mitsuo n'est pas du tout mon personnage préféré de la série. Et enfin, j'ai lu, et c'est la lecture qui m'a pas plu en fait de ce mois d'août. Je me suis procuré, j'ai voulu m'acheter ce livre de la rentrée littéraire parce que j'aime assez. J'ai aimé plusieurs des romans de Virginie Despentes. En tout cas, je me suis procuré donc Cher Connard, qui donc est sorti le 29 août. Alors, dans Cher Connard, une actrice cinquantenaire people, solitaire, rebelle, connue pour son engagement féministe et sa passion des drogues, croise le chemin d'un romancier à succès, qui lui aussi est addict et qui vient de se faire mitouter et qui ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. C'est une rencontre improbable qui commence en fait par un com de l'un sur l'Instagram de l'autre dans un moment d'égarement et hop, c'est parti, ça finit en échange zélé de lettres ou de mails, on ne sait pas trop si c'est des lettres manuscrites ou des mails. En tout cas, ils échangent de longs écrits où ils se racontent leur vie, leurs déboires, leurs réflexions et bien sûr, ils vont devenir amis. Alors, ils commencent par se détester, l'actrice a des réparties hyper percutantes, comme ce Cher Connard, par lequel elle commence ses lettres, pour finir par ne plus pouvoir se passer l'un de l'autre et se soutenir finalement dans leur sevrage respectif, puisque chacun va décider d'arrêter drogue et alcool. Alors on suit le développement de cette amitié en lisant leurs échanges, où chacun y va de sa petite auto-analyse sur soi, sur la place de la drogue dans la vie, sur la société contemporaine et ses abus, le vieillissement, l'amour, la gestion de la notoriété, le tout sur un fond temporel de l'arrivée du Covid et des différents confinements. Alors, d'emblée, j'ai pas cru du tout à ce texte. Les personnages, je les ai trouvés très caricaturaux, ils ne m'ont absolument pas touchée. J'ai trouvé que tout sonnait creux, tout sonnait faux. Le style parlé très cru des phrases, bon, le style cru, ça me gêne pas du tout, mais ça faisait extrêmement forcé. Cette amitié qui se développe, j'ai trouvé assez improbable, ça se développe bien trop vite entre les deux personnages. Leurs réflexions sont hyper plaquées sur les thématiques sociétales et politiques actuelles. C'est assez dommage parce que les trois thématiques principales traitées, qui sont quand même l'addiction, le cyberharcèlement et le féminisme, en soi, c'est des sujets qui peuvent être absolument passionnants. L'auteure, elle montre qu'elle s'y intéresse de près et qu'elle est plus que renseignée, mais il n'y a pas d'histoire réelle. Les échanges entre les deux personnages principaux sont juste prétexte à exposer les idées de l'auteur. Bon, moi, je comprends pas trop dans ce cas-là, pourquoi pas écrire des articles ou des diatribes dans les médias, hein, carrément. Pour moi, c'est pas du tout ce que j'attends de la littérature. Pour moi, les idées, c'est bien, c'est essentiel, mais elles doivent se laisser deviner et non pas être imposées, se laisser deviner à partir d'une histoire, de personnages, et en tout cas émerger d'une histoire réelle. Alors qu'ici, il y a très peu de rebondissements. Voilà, on voit pas, on suit pas une histoire, on suit juste les opinions de deux personnes, voilà, qui révisitent leur passé et leurs expériences. Bon, c'est un peu personne un peu égocentrée. J'ai pas trop apprécié, voilà. Il y a eu à un moment donné une petite bifurcation très haineuse sur Louis-Ferdinand Céline. Ça arrive, on ne sait pas trop comment. Voilà, à part exhiber les opinions de l'auteur, j'ai pas trop compris en fait ce roman. Ça m'a laissé l'impression d'être prise en otage et à témoin par un trop-plein de haine non gérée et ça m'a énervée en fait. Je me suis vraiment ennuyée à cette lecture, j'ai rien apprécié. Alors, par contre, je précise que je suis fan de Vernon Subutex, de Virginie Despentes, qui n'a absolument rien à voir avec celui-ci et que je vous invite à lire si vous souhaitez découvrir l'auteur, pour le cas où vous ne connaîtriez pas. Voilà pour les lectures du mois d'août 2022. Cette lecture,
6 lectures très agréables, une lecture plus que mitigée sur la fin, mais globalement ça a été un bon mois de lecture. Merci de votre attention et à bientôt.